Dans l'invité sport ce vendredi 19 mars 2021, nous allons parler des obsèques de l'ancien Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Nous en parlons parce que la star togolaise du football Emmanuel Adebayor y était. On parlera ensuite du championnat national. Il ne reprendra donc plus demain comme prévu. Et puis la Champions League, Bayern, PSG, Man City, un tirage au grand format. Nous en parlons avec Henri Akodo. Il est responsable de afriqueexpressport.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Samuel, bonsoir à nos chers amis. D'abord, les obsèques de Ahmed Bakayoko, l'international togolais Emmanuel Adebayor s'est joint aux Ivoiriens, mais aussi au monde des artistes pour rendre un hommage à Ahmed Bakayoko, le défunt Premier ministre de Côte d'Ivoire, ayant fait le déplacement d'Abidjan pour assister aux cérémonies en mémoire d'Ahmed Bakayoko, surtout à la nuit d'hommage musical. Ahmed Bakayoko a parlé de celui qui fut, Adebayor a parlé de celui qui fut Ahmed Bakayoko pour lui, pour la jeunesse et le devoir qui incombe à ceux qu'Ahmed a laissé derrière lui. Ça se comprend, Henri Akodo, de voir Emmanuel Adebayor aux obsèques de Ahmed Bakayoko. Oui, c'est tout à fait logique quand on sait que Emmanuel Adebayor est proche du monde du showbiz en Côte d'Ivoire. Quand on voit un peu ce que l'illustre disparu, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, a su faire également dans ce domaine, on peut faire rapidement le rapprochement en disant que Emmanuel Adebayor se devait de pouvoir se déplacer à Abidjan pour pouvoir soutenir ses frères, en tout cas ses amis du showbiz, de la culture ivoirienne et apporter son soutien à tout le peuple ivoirien qui était en deuil, attristé, affligé par ce décès du Premier ministre, inattendu du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, cette présence d'Emmanuel Adebayor au stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpe à Abidjan, lors de cette cérémonie, lors de cette veille artistique, le mercredi dernier, se comprend parfaitement quand on sait qu'il y a eu également la présence de d'autres stars, notamment de Samuel Eto'o et de Didier Drogba. Adebayor a eu cette phrase « Désormais, appelez-moi Chéi le Chinois ». Une phrase qui fait du buzz. Une phrase qui fait le buzz, une phrase qui fait le chou gras au niveau de la toile. Nous savons très bien que Emmanuel Adebayor était également un grand ami, un grand fond, en tout cas d'un certain Didier Arafat, oui, qui est surnommé le Chinois. Et c'est un petit clin d'œil à ce grand ami qu'il a perdu également, Didier Arafat. Je pense que véritablement c'est un clin d'œil qui lui a fait quand il a en tout cas déclaré son nouveau pseudo, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est le Chinois. Ça illustre parfaitement le genre de personnalité qu'est Emmanuel Adebayor. C'est quelqu'un qui aime s'amuser beaucoup, c'est quelqu'un qui aime danser beaucoup. Lorsqu'il était encore en train de pouvoir évoluer dans sa carrière, on le voyait tout simplement esquiser des pas de danse dans cette célébration, ouais, après chaque but, et il dansait le coupé décalé, le congo, il dansait sur ses musiques, ses variétés ivoiriennes, et donc en tout cas ce surnom c'était un clin d'œil fait par Adebayor à toute cette jeunesse ivoirienne là qui est férue de la musique et qui était proche d'Ahmed Bakayoko. Alors, il a également dit, parce qu'il il a dit beaucoup de choses. Il dit, nous sommes nés dans la rue et c'est dans la rue que nous allons partir, quelque chose comme ça. Oui, il faut replacer le contexte hein, dans ce somptueux stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpe où s'est tenue cette veille artistique. Avant Emmanuel Adebayor, visiblement, quand vous suivez un peu le déroulé des événements, il a été surpris véritablement par le maître de cérémonie Yves Zobo Junior qui l'a interpellé. Apparemment, ce n'était pas prévu dans le protocole. Et dans ces conditions, pour tenir un discours bien ficelé, cohérente, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, de créativité. Donc, je pense qu'il a été pris comme ça au dépourvu. Et donc, le message, il a en tout cas fait passer prête à confusion. Bon, quand il dit on est né dans la rue, on va partir on va partir dans la rue. En tout cas, peut-être pour lui, ça voudrait dire tout simplement que
quand tu es né, en tout cas d'une famille modeste, et tu, en tout cas, peux te battre, mais finalement, ça dit que la mort, tu n'es pas vacciné contre la mort, entre guillemets. Donc, bon, c'est un message qui prête à priori confusion, mais ce que moi je retiens, en tout cas, dans ce message, c'est que il a reconnu à Ahmed Bakayoko sa stature, sa carrure d'homme qui s'est fait lui-même un self-made man, qui s'est battu, qui a franchi des paliers, qui est un parti, en tout cas un simple journaliste, entre guillemets, qui a gravi les échelons du fondateur d'une grande radio de la place, d'épée d'une grande rédaction de la place, le Patriote, le journal Le Patriote, à 25 ans, et il a gravi les échelons. Premier ministre de la communication d'abord, sous le régime Gbagbo, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense et Premier ministre. Une ascension fulgurante pour quelqu'un qui n'est pas né dans une famille de caste et qui a véritablement gravi les échelons. Certainement que c'est ce que Emmanuel Adebayor a voulu faire ressortir dans son message. Un peu comme Adebayor lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère dorée dans la bouche, même si je ne parle pas de la même cuillère dorée, mais qui, malgré les vicissitudes de la vie, a réussi à se réaliser. Effectivement, Adebayor, quand on suit un peu, quand on scrute un peu son historiographie, comme vous l'avez su bien le dire, c'est quelqu'un qui, à qui rien n'était... c'était une incertitude en tout cas. Quand on voit un peu son parcours, il a grandi à Kodoya-Kopé, un quartier entre guillemets qui n'est pas bon, un quartier modeste de la capitale togolaise, et il a franchi les paliers, en tout cas formé au niveau de Planète Foot, au niveau de la plage, et en temps il a été déniché, dégoté au niveau d'un tournoi organisé au Burkina Faso à 17 ans. Il a rejoint Metz et l'ascension, elle a été tout simplement linéaire. Il a fait l'AS Monaco, Arsenal, le Real Madrid, Tottenham. Ils sont peu ces joueurs africains, ces attaquants africains qui ont joué pour le Real Madrid. Adebayor, l'un des rares joueurs africains qui ont joué au Real Madrid, à part Jérémy Foton-Zitap et Ikpeba, le Nigérian. C'est dire qu'il s'est forgé une carrière, et on peut faire ce parallèle entre cette carrière footballistique a priori réussie d'Emmanuel Adebayor et cette carrière politique, en tout cas réussie d'Ahmed Bakayoko, qui inspire plus d'un aujourd'hui, parce que c'est pas donné, ce n'est pas évident, parti de rien pour gravir des échelons, pour devenir Premier ministre. Alors, quand on sait toutes ces personnalités-là qui entourent le président Alassane Dramane Ouattara, qui lui-même est un pur produit de la Banque mondiale, qui a un économiste chevronné, qui est un diplômé, en tout cas, bien évidemment, de Harvard et d'autres, qui était dans sa cour, mais il a fait confiance à Ahmed Bakayoko. C'est dire que le Premier ministre, l'illustre disparu, a mérité. En tout cas, il s'est battu contre vents et marées. On peut faire le parallèle, bien évidemment. On peut partir de nulle part pour pouvoir réaliser ses rêves. D'accord. Deuxième sujet, nous parlons toujours du Togo, le football. Le championnat national de football ne reprendra donc pas ce 20 mars comme prévu. La compétition, tant attendue, a été pour une fois encore suspendue. L'annonce faite jeudi dernier par le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Chris Daké. Nous avons tout prévu, nous sommes prêts, mais nous avons reçu ordre des autorités supérieures desquelles nous dépendons. Le championnat de football, donc, qui doit commencer ce week-end, est suspendu. Henri Akodo, ce sont les mots de Chris Daké que je viens de citer. Est-ce qu'on sait les raisons qui sont à la base de cette suspension? Oui, les raisons, elles sont toutes simples. Comme l'a dit le secrétaire général dans son communiqué, tout était fin prêt et la fédération était en train de régler les derniers détails pour un démarrage en fanfare de cette nouvelle saison 2021 qui devrait être lancée à Sokodé demain, donc le 20 mars. Il devait avoir la rencontre Ascot-Kara Asbina pour l'ouverture et patatras. Ce communiqué, en tout cas, qui est venu du ministère, ce décret, j'allais dire,
du ministère des Sports et qui a suspendu, en tout cas, le démarrage de ces championnats nationaux, notamment de première division, de deuxième division. C'est un coup dur pour ce football togolais qui était véritablement... qui est en pleine déliquescence et qui avait des lueurs d'espoir avec l'annonce de cette reprise. Mais finalement, la priorité par rapport à l'intégrité physique des joueurs, par rapport à la santé, puisque la raison évoquée principalement par le ministère des Sports pour pouvoir suspendre provisoirement le démarrage de ce championnat et la recrudescence des cas de Covid-19 et le nombre croissant de décès liés à cette pandémie. Ce sont ces raisons-là qui ont amené les autorités sanitaires togolaises à pouvoir véritablement conseiller à pouvoir prendre la décision de suspendre ce championnat, en tout cas le démarrage. Est-ce que cette raison, bon, c'est vrai que même si on regarde un peu les chiffres, on sent qu'il y a une hausse des contaminations ces dernières semaines au niveau du Togo, mais moi j'ai envie de dire que des pays qui sont confrontés à des situations 100 fois plus jouent au football. Bien évidemment, Samuel, et quand vous voyez, il y a cela 2 semaines, le championnat national du Cameroun, Elite One a démarré, alors que quand on regarde un peu la courbe par rapport au bilan, le Camerounais est largement au-dessus du Togo. Le championnat national ghanéen, la première ligue ghanéenne a démarré depuis fort longtemps. On va jouer la 18e journée ce week-end. Quand on regarde du côté des voisins du Nord, notamment le Burkina Faso, c'est un championnat qui a démarré. On a déjà joué la première phase. On est en passe d'entamer la deuxième phase. Le voisin de l'Est, le Bénin également, a commencé la Vita. Alors, Ligue 1 a débuté il y a là 3 mois quasiment. Donc, il y a une sorte d'incompréhension à ce niveau. Comment se fait-il que dans d'autres pays, en tout cas, il y a la recrudescence des cas de coronavirus, mais il y a quand même une continuité par rapport à la vie, par rapport aux activités sportives, et que dans notre pays, malgré le nombre faible de taux de contamination, de décès, il y a quand même ces restrictions qui sont toujours prises par le gouvernement. Il y a cette incompréhension là. Le débat, il est tout à fait logique. On s'interroge, mais il faut quand même préciser une chose. Le gouvernement a la charge de pouvoir protéger ses citoyens, ayant les prérogatives nécessaires pour pouvoir assurer la santé publique, a véritablement cette notoriété, en tout cas, pour pouvoir prendre des décisions idoines afin de pouvoir protéger la santé de ses citoyens. Mais ça a été suspendu, la reprise a quand même été suspendue. Est-ce qu'on a une date de nouvelle reprise? Non, pour l'instant, rien n'est filtré par rapport à une éventuelle date pour le démarrage de ces championnats. En tout cas, hier, on était également au niveau de la Fédération togolaise de football en tant que journaliste pour une réunion de prise d'information par rapport aux derniers détails concernant les retransmissions de matchs. Et visiblement, les membres du comité exécutif étaient également surpris, puisque on imaginait mal de la part de ce comité exécutif-là que après tout ce temps pour les préparatifs, après tous ces moyens-là qui ont été dégagés, que à la veille, on puisse véritablement suspendre ce démarrage. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de dates, en tout cas, qui ont été fixées pour pouvoir démarrer ce championnat. On va attendre visiblement que cette pandémie-là puisse être maîtrisée avant de pouvoir reprendre les activités. Ce qui m'inquiète, moi, visiblement, dans cette affaire, c'est que le Togo vit dans une communauté, c'est-à-dire que sur le plan sous-régional, certes, sur le plan politique, on est au niveau de la CEDEAO, le Togo est dans l'Union africaine, mais au niveau du football, il y a une communauté, c'est-à-dire la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association, qui réglementent le football dans le monde. Et il y a des exigences à ce niveau, au niveau de la CAF. Il faut véritablement que les championnats prennent fin d'ici juin pour pouvoir dégager les représentants des différents pays pour les compétitions interclubs. C'est pour cela même que le format de cette année a été véritablement particulier. C'est un format inédit, la phase de poule, pour permettre à ce qu'on puisse rapidement jouer ces compétitions-là pour dégager
les représentants du Togo. Mais quand on va aller de report en report, vous comprenez bien qu'on risque de ne pas avoir de représentants en Coupe Interclub la saison prochaine. Et même si on trouve la parade pour pouvoir présenter certains clubs, il n'y aurait pas... Ces clubs-là n'auront pas visiblement... ces clubs-là ne pourront pas se préparer dans les conditions idoines puisqu'il n'y a pas eu de championnat normal. Donc, il faut véritablement que nos autorités puissent prendre leur bâton de pèlerin pour véritablement donner une dérogation spéciale, en tout cas à ces différentes fédérations, afin qu'elles puissent reprendre leurs activités. Est-ce que c'est parce que la fédération de football, c'est vrai que tous les autres sports également sont suspendus, puisque la ministre des Sports togolaise, Lydie Bessi-Kama, a écrit au Comité national olympique du Togo pour demander à ce que les dérogations qui avaient été données pour la reprise de certaines activités sportives soient à nouveau suspendues. Mais côté football, est-ce que c'est parce que la Fédération togolaise de football n'a pas donné suffisamment de gages d'un championnat qui pourrait être exempt de contamination? Bon, quand on regarde un peu les mesures qui ont été prises par la Fédération togolaise de football, les propositions que cette fédération a faites au ministère des Sports, c'est que pour chaque rencontre de première division, de deuxième division, qu'à 48 heures, tous les joueurs, tous les membres des staffs, en tout cas, devraient être testés pour amenuiser le risque de contamination. Donc, a priori, quand on regarde un peu les mesures qui ont été prises au niveau même des infrastructures qui vont accueillir ces différentes rencontres, notamment les sélections de certains stades, le stade de Kégué, le stade municipal de Lomé, la JCA, le stade d'Ablogame pour la zone sud, le stade municipal de Sokodé, celui d'Atakpame, de Kpalimé pour la zone nord, des stades à priori qui sont véritablement protégés. Cette disposition-là, les matchs à huis clos, a priori, à mon avis, devraient rassurer les autorités. Maintenant, quand on regarde un peu, quand on analyse un peu la situation, il faut préciser une chose. Avant même cette prise de décision de la part du ministère des Sports, il faut préciser qu'il y a eu des dérapages ces dernières semaines. Au niveau même des différents matchs amicaux organisés par ces clubs qui seront en compétition bientôt. Il y a eu des dérapages. Il y a certains clubs qui, entre guillemets, ont été laxistes dans les mesures. Il y a eu des supporters qui ont assisté à ces matchs amicaux. Il y a eu de l'attroupement à Kpalimé et même les forces de sécurité ont même débarqué là-bas pour pouvoir maintenir l'ordre. Et donc, certainement que ce sont ces indices-là qui ont découragé les autorités et ils ont décidé d'être fermes à ce propos, tant qu'il n'y aura pas peut-être d'autres nouvelles garanties qui seront proposées par les membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football et d'autres fédérations d'ailleurs. Il n'y aurait pas une reprise des activités. Je pense qu'il faut continuer le plaidoyer au niveau de ces différentes fédérations. Il faut travailler d'un commun accord avec la cellule nationale de riposte contre cette pandémie et pour véritablement trouver la solution, la parade afin de pouvoir sortir de la léthargie. Troisième et dernier sujet, la Champions League. On va parler maintenant du tirage au sort. Nous sommes à l'étape justement des quarts de finale et le tirage au sort a démarré. D'après ce que j'ai en tout cas devant moi, vous avez Manchester City qui sera face à Dortmund. On a FC Porto qui sera face à Chelsea, Bayern face au Paris Saint-Germain et puis le Real Madrid à Liverpool. C'est bien le schéma? C'est bien le schéma. Vous avez bien réussi votre boulot, Samuel. Bon, il faut préciser que ce sera des rencontres assez
palpitantes et haletantes, surtout des gros derbies, des gros chocs. Liverpool face au Real Madrid, c'est quand même le club le plus titré de cette compétition. Le Real Madrid, 13 fois vainqueur de la Ligue des Champions, face à un club également qui a beaucoup de titres dans son escarcelle, le Liverpool, 5 titres, 5 trophées dans 6 trophées, j'allais dire, dans cette compétition. Le dernier, c'était en 2019. Ce sont des retrouvailles également de ces deux clubs-là, puisque le dernier titre remporté par le Real Madrid en 2018 dans cette compétition, c'était justement face à cette formation de Liverpool battue en finale par le score de 3-1. Quand on regarde la forme de ces deux équipes cette saison, on a d'une part le Real Madrid qui, après des débuts assez tumultueux, compliqués, est en train de retrouver ses couleurs. Le Real Madrid qui a éliminé l'Atlanta Bergame en huitième de finale. Le Real Madrid avec Zinedine Zidane qui est aux affaires, qui est aux commandes, avec un Karim Benzema qui s'est transfiguré finalement et qui aujourd'hui porte le Real Madrid. Cette réalisation cette saison, toute compétition confondue, même si le jeu du Real Madrid n'est pas encore assez parfait, il faut préciser que le Real, en tout cas, est capable de pouvoir battre cette formation de Liverpool. Liverpool également, qui est mal en point cette saison, des résultats en dents de scie. Le Liverpool qui est 6e au niveau de la Première Ligue. Ils ont quand même battu Leipzig en 8e de finale. Donc, Jürgen Klopp et ses hommes, avec son tandem d'attaquants africains, Sadio Mané et Mohamed Salah, vont essayer de pouvoir porter leur équipe pour damer le pion Real Madrid. Donc, il y aura match, en tout cas au niveau de cette affiche-là. L'autre rencontre qui retient mon attention dans ces quarts de finale, je pense que c'est la rencontre qui va opposer le Bayern de Munich, champion d'Europe en titre, face au PSG. C'était l'affiche de la dernière finale, le Bayern de Munich qui a battu le PSG, cette formation bavaroise qui est en train de pouvoir, qui est en train de rafler tout sur son passage, une équipe flegmatique, impitoyable, une architecture bien en place, orchestrée par un entraîneur, un chef d'orchestre, Hans-Dieter Flick, avec ses individualités, Robert Lewandowski, qui est aujourd'hui le 3e buteur de l'histoire de cette compétition, chose en 13, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. En face, ce sera la formation parisienne qui a l'ambition d'aller finalement au bout de sa compétition et qui retrouve son bourreau de l'année dernière. Est-ce que Mauricio Pochettino, qui est venu prendre en main cette équipe il y a de cela quelques mois, pourra quand même réaliser cet exploit-là face aux Bavarois? C'est toute la question. C'est toute la question. Pour ma part, ce sera très compliqué pour l'équipe parisienne, puisque le Bayern est une machine, je le disais tantôt, collective, au-delà de la constellation d'individualités qui compose cette équipe. C'est une équipe qui est véritablement un collectif assez bien huilé, bien en place. Peut-être que Neymar et Mbappé vont pouvoir sortir le grand jeu pour battre le Bayern de Munich, mais ce sera très compliqué pour la formation francilienne. Donc, on a des quarts de finale, disons-le, qui seront palpitants. Des quarts de finale qui seront palpitants. Il y aura du suspense également, il faut le préciser, parce que on peut consulter les statistiques, on peut consulter l'historiographie de ces différents clubs, mais ça va se jouer en phase aller-retour. Les 6, 7, et 13 et 14 avril prochains, ce sont ces équipes-là qui vont mettre le sérieux nécessaire, qui vont s'appliquer, qui vont être précis. Ce sont celles-là qui vont pouvoir se qualifier pour les demi-finales. C'est-à-dire que ça va se jouer sur le carré, sur le rectangle vert. Et donc, en tout cas, tous ces entraîneurs-là ont l'obligation de mettre en place la bonne stratégie afin de pouvoir permettre à leur équipe de gagner. Il y a d'autres également rencontres. Man City qui fera face au Borussia Dortmund, une rencontre a priori déséquilibrée sur le papier. Quand on connaît également la puissance, la super forme de cette formation Citizens, les Émiratis, lorsqu'ils ont repris cette formation mancunienne en 2008, l'objectif ultime, c'est d'aller remporter également la Champions League. Peut-être qu'avec l'équipe que Guardiola dispose aujourd'hui,
ils iront quand même au bout. Mais attention au Borussia Dortmund qui a en son sein un petit phénomène, je l'appelle le monstre des Balkans, Erling Braut Haaland, l'attaquant norvégien, qui est en train de dévorer tout son passage. Il est d'une précision millimétrique assez remarquable. Il est véritablement, il apporte cette plus-value à ce collectif du Borussia Dortmund. Peut-être qu'il va pouvoir mettre en difficulté la défense Citizens. Il faut également préciser que le Chelsea fera face au FC Porto. Chelsea qui est en train de retrouver également une belle forme avec Thomas Tuchel qui a été en tout cas nommé entraîneur de cette équipe il y a cela quelques mois. Et il est en train de permettre à cette équipe de pouvoir gravir des échelons. Mais attention, face à cette formation lusitanienne du FC Porto qui a éliminé un des favoris de cette compétition, la Juventus de Turin, en huitième de finale. Henri Akodo, merci d'être passé nous donner toutes ces explications. C'est moi, Samuel. Tout de suite la pause et juste après, on passe à regard croisé.